Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous êtes dans votre émission L'invité. Nous recevons Koné Yacouba, il est le président du conseil d'administration de la coordination des associations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, en abrégé CAPSI. Bonjour, monsieur Yacouba. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'Intelligent TV. Nous pensons que c'est nous qui devons vous dire merci pour avoir donné l'opportunité de parler de la question du handicap. Alors avec vous, on va parler de la campagne de sensibilisation et de plaidoyer que vous avez initiée depuis le 20 juin 2023 pour la participation des personnes handicapées au processus électoral en Côte d'Ivoire. Mais avant d'aborder ce sujet, dites-nous un peu quelle est la situation des personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire. D'accord, merci. Je voulais particulièrement vous dire merci, cher frère Koné, pour votre attention sur la question du handicap. Pour parler de la situation du handicap en Côte d'Ivoire, on peut commencer déjà par remercier le chef de l'État, son Excellence le président Alassane Ouattara. Pourquoi le remercier? On le remercie parce que depuis son arrivée, il a quand même boosté la question du handicap. Et depuis son arrivée déjà, au niveau du recrutement à la fonction publique, on est passé de 700 à près de 2000 personnes recrutées aujourd'hui à la fonction publique. Et aujourd'hui, pour 2023, nous attendons un recrutement de 200 personnes encore à la fonction publique. Au niveau juridique, il a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Il a pris un décret relatif à l'emploi des personnes handicapées dans le secteur privé. Il a pris 2 décrets sur les commissions de réadaptation professionnelle des personnes devenues handicapées. Il a également pris un décret sur le fonds d'autonomisation des personnes handicapées. Et le 15 février dernier, il a pris l'engagement de prendre une loi pour ratifier le protocole facultatif relatif aux droits des personnes handicapées et le protocole facultatif sur la Convention des droits africains. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est tout un ensemble d'éléments qui nous permet quand même de dire merci, même si c'est de l'État que les personnes handicapées attendent tout, mais alors, à vous entendre parler, on se dit que la situation des personnes en situation de handicap s'est beaucoup améliorée, tout va bien? Non, en fait, on est sensible aux efforts faits, mais il reste encore énormément de choses à faire. Telles que? Si je devais parler de ce qu'il reste à faire, si on devait mesurer ça en termes de pourcentage, je pense qu'on n'a même pas atteint encore les 10% de ce qui devait être fait. Par exemple, tous ces décrets qui ont été pris ne sont pas encore appliqués. Voilà. Mais il est important quand même de signaler que quelque chose a été fait. Voilà, parce que vous savez, en matière d'assistance, de prise en charge, il n'y a jamais d'action zéro de la part de l'État. Voilà. Donc même le fait que vous nous recevez sur votre plateau, c'est des actions que vous menez en faveur du bien-être des personnes handicapées. Même si 5 personnes ont écouté cette émission et ont changé d'avis, c'est une contribution importante que l'Intelligent TV fait pour le bien-être des personnes handicapées. Donc à notre niveau, au niveau de la CAPSI, nous sommes sensibles à tout ce qui est fait, si petit soit-elle, pour que la question avance. Mais nous sommes également conscients que d'énormes choses restent à faire. Donc voilà pourquoi on commence par remercier le chef de l'État. Déjà, on remercie aussi la Commission électorale indépendante qui, depuis 2 ans, travaille avec nous sur la prise en compte des personnes handicapées dans le processus. En 2022, on a fait un atelier avec la CEI pour voir les dispositions, comment proposer des articles au niveau du code électoral pour que la question de handicap soit prise en compte. D'accord, on aura l'occasion d'en parler un peu plus loin. Mais déjà, on voudrait avoir une idée sur le nombre de personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire. Et c'est un peu, comme je le dis tous les jours, il est un peu difficile parce qu'en réalité, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de statistiques fiables. Sinon, le recensement de 2014 nous informe qu'il y a 453 453 personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Chose que, des chiffres que nous, puisque à défaut de référence, on est obligé de se référer à ces chiffres, même si nous ne sommes pas d'accord, dans la quasi-totalité des organisations ne sont pas d'accord avec ces chiffres. Généralement, nous travaillons... Parce que c'est bas? Très bas, en deçà de la réalité. Donc nous travaillons généralement avec les estimations de l'OMS et de la Banque mondiale qui estiment que dans les pays en voie de développement, vous avez environ 15% de la population en situation de handicap. Maintenant, si nous appliquons ces chiffres-là au recensement de 2021, qui dit que la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 29 389 150 personnes handicapées, 150 personnes,
en faisant le taux de 15%, vous vous retrouvez facilement à 4 millions 40 000 personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Et parmi ces 4 millions 40 000, vous avez 80% qui ont un handicap invisible. C'est-à-dire que ce que nous voyons, les personnes handicapées que nous voyons dans la rue ne représentent que la face visible d'un iceberg. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les 4 millions, vous avez environ près de 3 millions dont on ne voit pas le handicap, qui vivent un handicap caché. Donc, si on vous comprend, il y a beaucoup de personnes dans la situation de handicap qui ne sont pas prises en compte dans le recensement. Ils ne sont même pas pris en compte. Les gens ne savent même pas qu'ils sont en situation de handicap, puisqu'il n'y a pas de statistiques. Parce que lors du recensement de la population, on a souhaité que les agents recenseurs soient formés sur le questionnaire du groupe de Washington. C'est un questionnaire qui vous permet de poser des questions à des personnes sans sortir le mot handicap et tirer la conclusion qu'ils sont en situation de handicap et déterminer le type d'handicap. Par exemple, on peut demander à quelqu'un, monsieur, est-ce que vous avez besoin d'aide pour vous déplacer? Est-ce que pour lire un document, vous avez besoin de lunettes? Est-ce que sans lunettes, vous pouvez lire? Est-ce que sans, une série de questions qui, à la fin, permettent de savoir si la personne en face a un problème de vue, ou bien un problème de mobilité, ou bien un problème d'audition. Alors, ça me pousse à vous poser cette question-là. C'est qui une personne en situation de handicap? En réalité, la situation de handicap dépend de l'environnement. Donc, c'est une personne qui a une déficience physique, mentale, psychique, autre, relative à son environnement. Je prends un exemple. Si je suis venu chez vous, s'il y a des escaliers, même si je ne suis pas apparemment en situation de handicap, que je suis incapable de monter l'escalier, pour la situation, je suis en situation de handicap. Par exemple, je dois traverser une rivière, que je ne sais pas nager, mais on me dépose un bateau pour monter, pour traverser, ma situation de handicap est réglée. Apparemment, tout le monde est... Justement, c'est la question. Dans la situation de handicap. Justement, c'est l'environnement qui crée le handicap. Voici pourquoi notre sensibilisation tend à travailler sur l'environnement. C'est l'environnement qui crée le handicap. Vous pouvez être en fauteuil roulant et puis avoir un dispositif accessible. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez de façon autonome. Personne ne saura que vous êtes en situation de handicap. Donc, une personne en situation de handicap, ce n'est pas forcément une personne qui est physiquement non, pas forcément. Non. Ça, c'est un facteur. Mais en réalité, c'est des difficultés en interaction avec son environnement. Voilà. C'est-à-dire que vous avez des déficiences, mais qui, en réaction avec votre environnement, vous créez des difficultés d'accessibilité. Par exemple, on prend l'accessibilité des bâtiments, l'accessibilité des véhicules du transport, l'accessibilité à la communication. Par exemple, nous sommes en train de faire une émission. Malheureusement, il y a une bonne partie des personnes handicapées qui ne sauront pas ce que nous sommes en train de dire parce qu'ils n'entendent pas. C'est les personnes malentendantes et les personnes sourdes. Mais si on avait prévu, si je vous avais proposé un interprète en langage des signes, ça allait rendre l'émission accessible. Ces personnes-là n'allaient pas être handicapées face à l'émission qu'elle est en train de suivre. C'est ça un peu la disposition du handicap. Ça veut dire que les conditions peuvent annuler l'aspect handicap. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, vous avez évoqué les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes en situation de handicap. Et l'une des difficultés est liée à la participation au processus électoral. Oui. À cet effet, vous avez initié depuis le 20 juin 2023 une campagne de sensibilisation et de plaidoyer. Dites-nous un peu de quoi s'agit-il exactement? En fait, aujourd'hui, depuis 2 ans, nous travaillons sur la participation des personnes handicapées à la gouvernance locale. C'est-à-dire la prise en compte des personnes handicapées. Or, qui dit gouvernance locale, dit élection locale, dit responsable local, dit maire, dit conseil régional. Or, nous sommes aujourd'hui face à nous sommes à 2 mois de ces élections-là qui vont désigner les responsables qui auront la responsabilité de gérer nos localités. Mais triste est de constater que dans la plupart des cas, les personnes handicapées ne sont pas par leur faute ou bien par la faute des autorités, les responsabilités sont partagées. Hein. Les personnes handicapées ne sont pas impliquées dans ce processus-là. Mais que faire? L'objectif pour nous n'est pas de jeter la pierre sur Paul ou bien sur Jean, mais l'objectif c'est de sensibiliser les gens et leur montrer l'importance de la prise en compte de ces personnes-là dans ce processus-là. Pour dire qu'aujourd'hui, si les personnes handicapées constituent 15% de la population, il serait un peu hasardeux quand même de gérer une localité 111% de la population.
Mais comment faire participer ces 11% de la population? Puisqu'on a en face de nous des gens généralement qui ne maîtrisent pas la question du handicap. Il faut leur expliquer que les personnes handicapées sont d'abord des citoyens à part entière qui ont le même titre de vote que n'importe qui dans la société et qui peuvent apporter leur contribution comme n'importe qui. Et la prise en compte d'une personne handicapée dans ce processus de ce genre, c'est-à-dire mettre une personne handicapée dans le conseil régional ou dans le conseil municipal, permet au maire ou au responsable régional de mieux appréhender les besoins spécifiques de ces personnes. Donc vous demandez l'implication des personnes effectivement, en situation de handicap dans les conseils régionaux, les conseils municipaux. C'est ça. En fait, on souhaite que chaque candidat s'arrange à trouver au moins une ou deux personnes pour le mettre sur sa liste. Est-ce que c'est au candidat de chercher ces personnes-là? Est-ce que ce n'est pas aux personnes en situation de handicap d'aller vers ces personnes-là, d'aller proposer leurs idées pour qu'elles puissent être cooptées pour intégrer l'équipe municipale? On pouvait réfléchir dans ce sens-là. Mais nous, on préfère réfléchir dans l'autre sens. C'est moi, je veux me mettre, je prends un exemple, je suis candidat, je veux me mettre à la disposition de ma communauté pour servir ma communauté. C'est ça un peu l'élection. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression que c'est un poste de chef. Non. Le maire, c'est quelqu'un qui décide de consacrer son temps au bien-être de sa communauté. Donc, quand tu veux te consacrer au bien-être de la communauté, tu dois aller vers tous les membres de la communauté pour voir leurs besoins. Parce que si 15% de la population qui sont des personnes handicapées ont des parents handicapés, ont des époux handicapés, ont des amis handicapés, si ces personnes-là ne sont pas prises en compte dans votre gouvernance, quel que soit ce que vous allez faire, vous allez voir que toujours les gens vont grogner. Justement, quelle sera l'importance, sinon l'intérêt de l'intégration de ces personnes handicapée dans ces équipes-là? Vous savez, ces équipes-là, comment elles fonctionnent? Par exemple, la municipalité s'est réunie en conseil pour prendre des décisions, venir présenter en conseil public. Et pendant les conseils publics, on ne pose pas de questions. Seuls les conseillers ont le droit de poser des questions. Donc, tout se fait dans le bois sacré, comme on le dit, au niveau du conseil municipal. Donc, si vous n'êtes pas à la table où les choses se passent, quand ça sort là, vous n'êtes pas dedans. C'est ça l'objectif. C'est-à-dire que s'il y a une personne handicapée qui est membre du conseil municipal, lorsque les plans stratégiques, les plans de développement, les actions seront élaborées, il sera difficile que cette personne soit là et n'ait pas dit « pensons aux personnes handicapées ». Voilà ce que les personnes handicapées, mais les organisations peuvent proposer des stratégies, des moyens, des besoins spécifiques à travers cette personne-là au conseil municipal. Mais si vous n'êtes pas représenté, par exemple, tous ceux qui sont au conseil représentent un groupe. Chacun est plus préoccupé par son groupe. Par exemple, quand vous avez une femme, elle se soucie plus des questions des femmes. Quand vous avez un jeune, il se préoccupe plus des questions des jeunes. Or, si vous n'avez pas de personnes handicapées, peut-être on peut aller voir un jeune qui est dans le conseil. Mais votre préoccupation ne sera pas sa priorité parce que les jeunes qui ont tout fait pour qu'il soit là attendent de lui des résultats. Donc, il est important qu'il y ait des personnes handicapées pour que les personnes handicapées attendent des résultats de cette personne. Parce que aujourd'hui, nous sommes en train de lancer un appel. Il faut que les personnes handicapées pour ces élections qui viennent soient sensibles à toutes les listes inclusives. C'est-à-dire qu'il faut que aujourd'hui, on a des bons retours depuis la campagne a commencé. Justement, le bilan. Voilà, à quel niveau, déjà, quels sont les acquis? Oui, c'est à dessein qu'on a pris cette période du 20 juin au 20 août. Ça fait maintenant presque un mois. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller allègrement vers la fin des dépôts des dossiers de candidature qui finit le 19. Donc, les retours que nous avons, il y a beaucoup de régions, il y a beaucoup de zones où les candidats sont en train de coopter les personnes handicapées pour les mettre dans leur liste. Nous en sommes heureux. Déjà, on peut aller... On a déjà combien de listes on a déjà plus de 50 listes qui ont pris en compte des personnes en situation de handicap sur les listes. Voilà. Il y a au moins 4 à 5 régions où il y a les personnes handicapées. Est-ce que vous voyez? Donc, nous sommes heureux de voir que le message passe. Et j'ai dit toujours aux gens, les personnes handicapées, c'est des électeurs potentiels. Aujourd'hui, si vous prenez 15%, en 2020, les estimations disaient qu'il y a à peu près 400 000 personnes handicapées sur la liste électorale. 400 000 personnes. Et là, nous sommes en 2023. 2023, le recensement, les nouvelles inscriptions de cette année, les résultats que la CEI nous a donnés, il y a 11 150 personnes handicapées qui sont inscrites cette année sur la liste électorale. Parce que cette année, la CEI
a mis une colonne où les gens doivent cocher s'ils sont en situation de handicap. Même si c'est un résultat qui ne nous satisfait pas, parce que le questionnaire du goût de Washington n'a pas été utilisé, mais déjà c'est une indication pour dire que les personnes handicapées se sont inscrites sur la liste. Il y a déjà 11 000 personnes. 11 000 personnes. Nous, on a vu des élections. Combien en 2020? Précédemment sur la liste, il y avait plus de 400 000 personnes. Alors, 400 000, on se retrouve à 11 000? Non, 11 000, c'est les nouveaux inscrits. Les nouveaux inscrits qui s'ajoutent de 400 000. Voilà, parce que quand vous êtes déjà inscrit sur la liste, vous pouvez ne pas aller vérifier. Donc, c'est comme pour la dernière révision de la liste électorale. 11 000 personnes, plus de 11 000 personnes s'ajoutent sur la liste des personnes handicapées. C'est ça. Généralement, le plus gros lot, puisqu'il y a des communes qui ont été ciblées par le projet, c'est-à-dire Port-Boué, Yopougon, Abobo, Daloa et Boaké. Ce projet-là est piloté par la COPSI, où nous sommes partenaires sur le projet. Donc ce projet-là, c'est dans ces communes-là l'accent a été mis sur la sensibilisation. Pourquoi ces communes? Ça dit que ce sont des communes... C'est des communes pilotes où il y a eu un financement de l'Union européenne et c'est un partenaire pour pouvoir accompagner les personnes handicapées à participer au processus. Est-ce que ce sont les communes aussi où on retrouve beaucoup de personnes en situation de handicap? En fait, les choix ont été faits en fonction de ça. C'est les communes où il y a plus de personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Par exemple, le district d'Abidjan fait près de 20% du chiffre des personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc voilà le choix un peu du district et du Béquet et du Haut-Sassandra. Alors vous demandez l'implication sur l'intégration des personnes en situation de handicap dans les listes pour les municipales et les régionales. C'est la seule difficulté pour la participation? Non, ça ce n'est que ça, c'est une prédisposition. Sinon, la vraie disposition est là parce que tu sois candidat ou pas, si tu es un citoyen, tu dois voter. C'est ça. Maintenant, l'autre difficulté, c'est que les messages des candidats ne sont pas accessibles aux personnes handicapées. Par exemple, quand il y a la campagne électorale, les campagnes, les documents, les programmes de campagne ne sont pas faits en français facile, ne sont pas faits en braille, il n'y a pas de traduction en langage des signes. Donc, ce qui fait que, pratiquement, à part les personnes handicapées physiques qui arrivent à écouter, la plupart des personnes handicapées ont des difficultés pour attendre le message. Les personnes handicapées physiques encore ne peuvent pas accéder aux meetings de campagne parce que les dispositions ne sont pas prises pendant les meetings. C'est-à-dire que quand les gens font les meetings, même si le candidat qui est là vous plaît, il est difficile pour vous d'aller au meeting parce que les dispositions sont... Quand vous allez vous faire bousculer, vous allez tomber, ainsi de suite. L'autre élément, c'est le lieu du vote. Le lieu du vote. Les lieux de vote ne sont pas accessibles. Nous sommes tous conscients que la plupart des votes se font dans les écoles publiques et dans les écoles primaires. Donc la plupart de ces écoles-là, il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas de rampe, ainsi de suite. Donc on a demandé aux autorités de prévoir des accessibilités raisonnables. Ça veut dire quoi? Si dans un coin il y a un escalier, on ne peut pas demander de venir construire une rampe, ça coûte cher. Mais on peut prendre au moins 3 planches collées et puis déposer pour que le fauteuil puisse monter dessus. Ça, nous, on appelle une accessibilité raisonnable. Et on a demandé à la CEI de faire des affiches pour afficher devant chaque bureau pour dire que les personnes handicapées sont prioritaires. De telle sorte que souvent, les grognements des personnes qui sont dans le rang découragent souvent les personnes handicapées dans leur action. Est-ce que la CEI a accédé à cette demande? Bon, la CEI est favorable, donc on attend de voir, parce qu'ils peuvent être favorables et les prises de disposition peuvent être compliquées. Mais on sait qu'aujourd'hui, nous sommes heureux de voir une CEI qui est sensible à la question du handicap. Donc c'est l'une des satisfactions pour ces élections qui viennent. Nous pensons... Alors quand vous dites que vous êtes heureux de voir une CEI sensible à la question électorale, pour ce qui concerne les personnes en situation de handicap, concrètement, quelles sont les dispositions qui ont été prises par la CEI pour faciliter la participation des personnes en situation de handicap au vote, au processus électoral? Non, en fait, c'est tout un ensemble de processus. Aujourd'hui, nous avons des tests qui définissent les méthodes de vote. L'objectif avec la CEI, le travail qui est en train d'être fait, il y a eu des propositions pour que de nouveaux éléments soient introduits dans ce test-là, pour que le test facilite plus la participation des personnes handicapées. Comme c'est un processus, mais déjà le fait d'accepter, d'être sensible à la question est déjà un grand pas. Donc, après ce pas-là, il y a eu, vous savez que les personnes non-voyantes sont autorisées à se faire accompagner. On a dit que oui, c'était une disposition importante qui était dans le code électoral, mais c'est une disposition qui n'est pas suffisante.
Pourquoi elle n'est pas suffisante? Si vous suivez la question, les questions électorales en Côte d'Ivoire, souvent quand il y a la tension, même ta propre épouse n'est pas une personne fiable pour faire ton vote. Parce qu'on constate souvent que le père et le fils ne sont pas dans le même camp, monsieur et madame ne sont pas dans le même camp. Mais dans ces cas-là, et ça met ces personnes-là en insécurité. Je prends un exemple. Vous vous faites accompagner par quelqu'un qui vote pour vous et arrivé là-bas, il dit à tout le monde que mon vieux père là, il a voté ça. Avec les pressions, vous voyez que les personnes ne sont pas en sécurité. Donc, on est en train de négocier avec la CEI, de trouver les méthodes. Il y a eu des voyages dans certains pays de la sous-région pour voir les bonnes pratiques, comment eux ils gèrent. On pense que ça va influencer le vote qui se fait chez nous. Et comment ça on peut gérer? Oui, on peut gérer en trouvant des dispositifs en braille ou il y a d'autres dispositifs pour pouvoir permettre aux gens ou bon, le dispositif est un peu compliqué à expliquer, mais ils sont à l'œuvre pour trouver les moyens pour que le vote soit véritablement secret. Parce que le vote des personnes non-voyantes n'est pas un vote secret. Il y a également aussi les personnes de petite taille. Souvent, les urnes sont en haut. Donc, les gens doivent savoir que toutes les personnes qui ont une taille inférieure à 1,40 m sont des personnes handicapées. Et ces personnes-là, souvent, quand vous regardez les tailles, les urnes sont en haut. Que faire? Souvent, les gens ne sont pas sensibles. Or, à partir de ces gens-là, on peut faire une activité raisonnable. Dès qu'il arrive, on descend l'urne. Simplement, ça règle le problème. Ou bien on arrive, des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Est-ce que ce n'est pas fait déjà? C'est fait déjà? Ça ne se fait pas dans... Vous savez, souvent, quand il y a les tensions dans les élections, tout ce qui n'est pas écrit ne se fait pas. Moi, je vais vous raconter une histoire où j'ai assisté dans une zone où on dit, dans la zone, tellement il y avait la tension, on dit, il y avait un bureau de vote. On dit le premier à voter dans ce bureau de vote-là. C'est-à-dire quand les gens vont voter là, si c'est pour toi on a voté premier dans ce bureau de vote-là, tu gagnes les élections. Donc, le président des personnes handicapées se pointe. Il veut voter, mais l'autre camp sait qu'il est avec l'autre camp. Donc, s'il vote là, et ils vont le laisser voter parce qu'il est une personne handicapée. Mais quand il va aller voter, il va voter l'autre, donc l'autre va gagner. Vous voyez un peu la pression. Donc, de 8 h jusqu'à 11 h, le vote n'a pas commencé. Il fallait l'intervention du préfet pour obliger les gens à laisser la personne handicapée voter. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, quand il y a la tension, c'est pour ça que nous appelons au calme, à la sérénité et à la paix dans le pays et autour des élections, pour que les personnes handicapées puissent effectivement participer. Voilà pourquoi nous appelons toutes les parties prenantes au dialogue et pour chercher à résoudre tous les différends par le dialogue, de telle sorte qu'il y ait le calme, la paix, pour que les personnes handicapées puissent exprimer tranquillement leurs devoirs citoyens. D'accord. Parlant de la campagne, il reste encore un mois. Qu'est-ce qui est prévu pour les 30 prochains jours? Parce que ça prend fin le 20 août. Le 20 août. En fait, nous sommes déjà à mi-parcours. Voilà. Donc, à partir du 20 juillet, le message serait l'accessibilité des campagnes et des votes. Aujourd'hui, on met l'accent plus sur la prise en compte des personnes handicapées dans les listes et autres. Maintenant, le 19, la question des listes sera bouclée. Comment sensibiliser les personnes pour que, déjà, la phase avant cette phase-là, c'était la vérification de la présence des noms sur la liste électorale. La plupart des personnes handicapées dans toutes les régions ont vérifié leur présence sur les listes. Aujourd'hui, à partir du 20, on va passer à la phase des campagnes. Quel choix faire? Et on doit pouvoir détecter déjà les listes qui ont pris, on doit identifier les listes inclusives. Et ces listes inclusives-là, il faut quand même, parce que celui qui a fait un effort et celui qui a fait 0 effort ne doit pas avoir le même bénéfice. Donc il serait important pour nous que les personnes handicapées dans les différentes régions apprécient l'effort fait par chaque candidat et le contenu du programme pour qu'ils voient dans quelle direction ils doivent aller pour choisir un candidat qui pourra être le candidat idéal pour eux, qui va prendre la question du handicap en compte dans leur communauté. D'accord, c'est bien noté. Alors, M. Koné, nous sommes à la fin de cette émission. Un dernier message, un appel à lancer avant de se dire au revoir. L'appel que nous lançons, c'est de dire aux personnes handicapées de ne pas laisser les autres choisir à leur place. Parce que si on laisse les autres choisir, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Quel que soit notre handicap, quelles que soient nos difficultés, faisons un effort pour aller voter. C'est un devoir citoyen. Merci beaucoup à vous, Koné Yacouba, président du conseil d'administration de la coordination des associations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, en abrégé CAPSI. Merci à vous.
d'être passé sur notre plateau pour nous édifier sur la campagne de sensibilisation et de plaidoyer que votre structure organise à la faveur des élections locales 2023 pour faciliter la participation des personnes en situation de handicap. Merci infiniment à vous et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Au revoir.